François Bon-Livre, c'est une vidéo à l'attention de quelqu'un que je considère comme un ami proche du premier cercle, Marcello Vitali Rosati, italien vivant à Montréal, enseignant à l'UDEM, qui a fait un travail énorme sur notre pensée théorique du numérique, la mutation numérique de l'écrit. Et puis, bon, on y va tout de suite. Voici son tweet. Moi, je suis, d'après lui, dans le camp des GAFAM. Et puis, de l'autre côté, tu as les purs. On va pas rester binaire. On va essayer d'entrer un petit peu ça. Pourquoi il a le blues, Marcello ? Parce que c'est la question des réseaux. Alors d'accord, tu dis, moi pas GAFAM, moi pas Facebook. Moi pas GAFAM, moi pas ordinateur Apple ou iPhone. Moi pas GAFAM, moi jamais livre sur Amazon. Je caricature. Mais avec Marcello, c'est bien que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, et puis on s'embrasse, et puis on se cogne, on se check un bon coup, et puis voilà. Alors, est-ce que je suis GAFAmisé ? C'est-à-dire que GAFAM, tu te GAFAmises seulement si ceux qui ne sont pas GAFAM disent que tu es GAFAM. Alors, la question de fond, bien sûr, c'est est-ce qu'on peut utiliser des outils dépendants de multinationales dont l'agent essentiel, c'est l'argent ou le pouvoir, ou en tout cas la visée monopolistique, tout en gardant son entre-genre intellectuel libre, indépendant. Et est-ce que cette indépendance, elle a du sens à s'exercer seul, dans sa petite boîte, écrire dans son carnet, publier une vidéo pour Vimeo, écrire, débattre sur un Discord lié à la communauté de son propre site, ou est-ce que, justement, parce qu'il est question d'esthétique, de littérature, de politique, on ne peut pas concevoir l'exercice même de notre champ de création sans le relier à ce concept de publication. Publication au sens large, c'est-à-dire que ça vaut pour le livre, pour la vidéo, mais c'est l'expression publique dans le débat. Et c'était simple au temps des blogs. On allait sur le blog des autres, il y avait des longs débats qui se développaient, ces débats rebondissaient sur vos propres blogs, chacun trouvait sa petite figure. Alors évidemment, à partir de 2006 est venu un premier bulldozer, Facebook. À partir de 2008 est venu un deuxième bulldozer, Twitter. Avec Twitter et Facebook, est-ce que les blogs se sont desséchés ? Non, et ça pour moi, c'est la première réponse. C'est-à-dire qu'un combat qui n'est jamais terminé, qui n'a jamais été terminé, sur faire comprendre, pour ce qui me concerne, à tous ceux qui écrivent, les auteurs, la question de la propriété de l'identité numérique, ou en tout cas la responsabilité de sa propre identité numérique, et s'assurer que vos contenus en ligne restent les vôtres. Bon, moi, ma réponse, évidemment, c'est jamais tranché. C'est la question des archives, tout ça, on en discute régulièrement ici depuis des années. La question de l'hébergeur, la question de la sécurité de l'hébergeur. Donc, je loue un espace chez OVH français où j'ai l'ensemble de mes bases de données, de mes contenus, avec le paradoxe que si pour une raison quelconque je cesse de payer mon dû à OVH, eh bien la totalité de ce site est effacée. Il n'a pas la possibilité de me survivre comme un livre, on peut espérer qu'il le fasse, mais c'est devenu ça aussi beaucoup plus complexe. On ne se disperse pas. C'est juste pour dire que sur la totalité de ces questions, c'est pas forcément Twitter, Facebook, etc. qui sont en cause, même si on va en parler très concrètement. C'est cette question de fond de l'identité numérique. Es-tu propriétaire de ton identité numérique ? Si tu mets ton nom là dans la barre de recherche Google, ah ouais, et tout de suite GAFA. C'est-à-dire tu demandes à Google une recherche, cette recherche elle consomme à peu près un coup de frein de voiture à un feu rouge en énergie. Alors, imaginez ça,
multiplier. Bon, d'accord, pendant qu'on est à rechercher Google, a priori, on conduit pas sa voiture et on freine pas. Donc c'est plutôt des redistributions de coûts énergétiques. Bon, mais c'est des questions aussi qui, écologiquement, sont extrêmement présentes. Et c'est des questions où on va tout de suite entrer aussi dans l'art, c'est-à-dire, pourquoi tu te sers de Google ? C'est-à-dire, quand tu fais une recherche Google, tu reçois 10 machins publicitaires, tu as l'habitude visuellement de même pas les regarder, et tu sais très bien, visuellement en première saisie écran, à quel endroit s'arrêtent les proclamations de bandeaux publicitaires dans les liens de recherche Google, et commence là où toi, ça répond directement à ta requête. Tu rentres ton nom dans Google, chose qu'on fait de toute façon. Maintenant, on fait même plus de carte de visite. C'est quoi la carte de visite ? Bah non, j'ai regardé ton nom. C'est le même verbe googler. Et là, évidemment, il y a toute une galaxie de moteurs alternatifs, de moteurs qui sont basés sur des principes éthiques et écologiques bien plus avancés que Google. Simplement, il se trouve que c'est pas au niveau. Tu faisais autrefois des petites applis pour reconnaître les plantes, les feuilles, etc. Tu payais un abonnement à une appli, et puis finalement c'était toujours un peu déceptif. Google installe un outil qui s'appelle Lens. Ce Lens est nourri immédiatement par l'amplification massive de la base de données, par le fait que c'est sur Google. Tu peux être n'importe où, je l'ai fait cet été, je le fais même là, des fois dans les petites plantes sauvages, des bords de route. Lens de Google est pertinent. Alors, on va faire comme d'hab ici, du brouillard. Là, le premier point, c'est de dire ça. Pour moi, le truc essentiel, c'est: es-tu propriétaire de tes données ? Et la question vaut probablement aussi pour Marcello, puisque de son côté, la plupart des données sont hébergées par l'institution qui le rémunère. Évidemment, hors de question d'aller développer tous ces aspects-là. Mais quand tu es saltimbanque, c'est à toi de créer ces espaces. Tu ne peux pas être relayé par une institution pour ces données. La question, c'est donc moteur de recherche. Et même si c'est pas Google, si tu mets ton nom, ça envoie sur la fiche Wikipédia où chacun bricole des perceptions vagues de ta biographie et de tes publications, peut-être très honnêtement, et c'est pas la question, je m'en occupe pas, où c'est directement ton site. Tu inscris ton nom sur Google pour un auteur et ça commence par être tous les liens, la Fnac et de sites et machin qui ont ton dernier livre à vendre. Où tu vas le trouver, l'auteur? Et ça, ces questions-là, c'est pas réglé. Alors c'est peut-être bizarre comme point de départ, mais pour moi, c'est là d'abord, s'assurer de la maîtrise de ces contenus numériques et que ces contenus numériques traversent les écrans marchands, qui sont aussi, même, ces choses-là de la Fnac qui dit « vous voulez son livre, venez le prendre chez moi ». C'est-à-dire que la question s'est posée dès 2006 avec Facebook. Est-ce qu'on l'a vu venir, cette tentative monopolistique? Probablement pas. Est-ce que les coups de butoir successifs ensuite de Facebook, l'achat, par exemple, d'Instagram et d'entrer là, Instagram dans cette force de frappe monopolistique, acheter WhatsApp et installer WhatsApp dans cette force monopolistique. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que ces mêmes critères valent pour l'ensemble de ce que Marcello et quelques autres nomment GAFA alors que j'ai pas besoin de l'utiliser? Par inconscience. Si vous cherchez à classer les métadonnées d'un livre quand vous installez un livre à vendre, je ne parle pas de nous là qui nous faisons nos propres micro-labels, mais dès lors que vous entrez sur des grosses bases comme ça, comme Hachette ou les bases de base comme Dilicom, etc., les mots-clés, si vous cherchez le mot-clé révolution, vous pouvez toujours penser que vous travaillez sur la révolution française. Non, ce sera la révolution américaine d'abord. Donc il y a tous ces enjeux là en cascade. Et il faut se battre. Alors, c'est là où était le coup de blues de Marcello. Je vais pouvoir reprendre un petit peu mon fil. Bon, il est GAFAmisé, mais il a le courage de rester dans les GAFAM et de s'y battre. Et c'est ça la question. C'est-à-dire comment tu vas te battre aussi pour ces questions totalement essentielles des métadonnées. Un petit détail, mais qui emmène toute la baraque. C'est-à-dire j'ai besoin de savoir et de me bagarrer avec les métadonnées, avec les algorithmes. Facebook, c'est une loi algorithmique extrêmement verticale et rigide.
Sauf que Facebook, comme YouTube d'ailleurs, change en permanence leur loi algorithmique, y compris d'ailleurs parce que ils savent que nous, on cherche à jouer avec. C'est-à-dire, si tu joues un petit peu, tu fais 3 recherches, tiens, je vais rechercher un petit peu les vieux micros. Bah, tu peux être sûr que Facebook, pendant un mois, il va te mettre des pubs de vieux micros. C'est super, ce sera bien mieux que les pubs pour maisons de retraite ou les assurances décès. Mais il suffit aussi que tu vois une pub comme ça qui t'embête un peu. Par exemple, moi je reçois beaucoup de pubs de ces officines d'ateliers d'écriture rémunérées, miracles, 10 fois plus cher que les miens et tout ça. Bah, tu dis une fois j'en ai marre de voir ça, c'est sûr ça disparaît. Donc votre mur Facebook, ben, c'est vous qui le construisez. C'est des idées simples. Mais est-ce que tu likes parce que t'aimes un truc? Non. Quand tu dis « je like », c'est un geste volontaire qui dit « sur mon mur, je souhaite voir la suite de ces... » C'est un geste intentionnel qui dit à Facebook « je souhaite que sur mon mur continue d'apparaître ce type de contenu, et en tout cas les contenus de cette personne ». C'est pas aller dire à mon copain une petite tape dans le dos et puis dire « oh super, c'était chouette ta petite photo ». Non, c'est dire « je construis un édifice là de représentation » dans lequel cette instance-là sera présente. Est-ce qu'on peut le contrôler sur Twitter? Non. Mais par exemple, je voyais ces jours-ci, parce que le coup de blues là, de Marcello, donc c'était à propos là, voilà, le coup de masque, l'avalement de Twitter par un type caporal répugnant. Est-ce que sur Twitter, on peut gérer l'algorithme? Bah oui, tu peux gérer les personnes que tu suis. Et selon les personnes que tu suis, quelquefois c'est des amis, et tu es obligé de leur dire ouais, mais excuse, cette gamme-là d'informations, moi je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio, je lis à peine les journaux, je fais mon petit tri avec des abonnements que je paye. C'est hyper vital. Cette liberté, cette indépendance aussi d'information. J'ai pas l'assurance de cette liberté d'information n'empêche que si je règle mes sources sur Twitter, par exemple, j'en ai marre d'être encombré par les trucs d'extrême droite, sur mon compte Twitter à moi, mais j'en vois jamais. Alors est-ce que je diminue l'écho du monde et que faisant ça, je me laisse... Ah oui, mais en même temps, tu gères simplement un curseur d'informations plus longues, d'informations plus spécialisées. Et disons, ce qui se passe à l'Assemblée nationale en France, bon, je le vois, mais de loin, quoi. Moi, ce qui m'intéresse là, au jour le jour, c'est mon travail en littérature. Et je ne demande au réseau que ce qui concerne ça. Et là, c'est là où... toujours ce petit fil de la discussion avec Marcello, est-ce que je m'inféode à Facebook parce que je l'utilise? C'est que Facebook, par exemple, il y a une limite. Là, en ce moment, ils s'aperçoivent que les pages, ça marche pas. Ils essayent tout ce qu'ils veulent. Alors, tous ces trucs de pages, mais laissez tomber, tout ça. Par contre, sur le mur, vous avez droit à 5000 amis. Est-ce que j'ai 5000 amis dans la vie réelle? Non. Donc, je gère toujours, là, encore... des sources d'informations, je gère des sources d'émissions de contenu que je garde soigneusement à moins de 5000, c'est-à-dire en principe là, les gens que je garde là dans ce truc amis, ça veut dire on a des discussions ensemble. Ça veut dire, je sais que tu me lis, je sais que tu réagis, et si tu réagis, à ce moment-là, ta demande amie, je la confirme. Et c'est important pour moi de rester à ça. C'est des discussions ouvertes. Par contre, si vous abonnez à un compte, à ce moment-là, par exemple, moi je dois avoir 4400 personnes avec ce truc ami interaction, et puis je sais qu'il y a 7000 personnes qui suivent mon compte. Quel honneur! Qu'est-ce que c'est déjà cette disproportion? Donc 11 000 personnes qui sont là, et qu'est-ce que c'est modeste par rapport aux moindres petits trucs médias, mode et tout ça dans l'écume du monde. Comment dans l'écume on peut maintenir là notre petit bouchon qui passe sur les vagues? C'est ça, Marcello, le problème. Et
Évidemment, là encore, c'est différent selon que tu bosses dans une bibliothèque, dans une université, ou dans un média. Je vois, par exemple, récemment, on échangeait avec Paco Mtielman sur avoir supprimé son truc Facebook et puis être venu, je crois, d'un truc qui s'appelle Brut, mais je ne suis pas ce truc-là. Puis après, tu vois que Brut eux-mêmes, tous ces trucs diffractent sans arrêt. Mais justement, la diffraction, elle est bien plus large que la question même des GAFA. Alors on va y revenir encore à ce GAFAmisé, on va revenir trouer comme ça toujours le même espace jusqu'à ce que je sois plus capable de bafouiller plus ou moins raisonnablement, mais avec Marcello, c'est ça aussi la joie, on peut parler déraisonnablement. Regardez ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait sur Twitter? Il a fait pendant des mois et des mois, au quotidien, un petit billet sur des questions touchant à Platon et l'interprétation de Platon. C'est-à-dire, tu demandes au réseau social la propulsion et le relais de contenus infiniment singuliers, infiniment élaborés, y compris difficiles, puisqu'il s'agit d'un philosophe. Moi, je suis littéraire, et des fois, Marcello, j'arrivais pas à le comprendre. Lui, généreusement, dans ce cas-là, disait « T'inquiète pas, moi non plus ». Mais c'est ça aussi, cette idée de la singularité et de la propulsion. Alors, cette propulsion, autrefois, ça se passait directement par nos blogs, et on validait, on échangeait entre blogs. Bon, ok, ça a été volatilisé. Est-ce que Facebook, par exemple, transmet des contenus qui concernent la réflexion numérique ? C'est les paradoxes. C'est-à-dire que vous mettez, par exemple, moi, je mets sur mon site un journal image. Donc, quelquefois, je procède par série. Et c'est très important pour moi, ce petit truc. Et puis, tu signales sur Facebook qu'avec 2 images, qu'il existe sur ton site une réflexion avec du texte et des images. Est-ce que je mets tout ça, toutes les images et tout le texte sur Facebook ? Non, je le garde sur mon site. Elle a toujours été pensée, la GAFAmisation, mon Marcello. Mais cette GAFAmisation, l'accès là sur Facebook, qu'est-ce que je fais ? Alors je vais avoir 150 likes si c'est une belle image de tracteur. Ok, mais là tu vois qu'il y a 35 personnes qui viennent sur ton site. Tu dis ouais, Facebook il a gagné. C'est-à-dire que tu likes l'image du tracteur, mais la réflexion que toi tu essayes de faire avec Simondon et tout ça, sur pourquoi tu photographies comme ça, qu'est-ce que tu fais avec une série, etc. T'as pas débordé là, ce qui est, j'allais dire, l'espace raisonnable de ta sphère de dialogue. Par contre, si je mets ça sur Twitter, je le mets tout. Je le mets sur les deux. J'utilise Twitter comme ça. Probablement, Twitter, ça va s'effacer immédiatement, alors que si c'est un petit bitonio concernant le numérique, à ce moment-là, Facebook, ça passera inaperçu, je le mets même pas d'ailleurs. Et par contre, Twitter va devenir le pôle de résonance. Et donc, ça fait 10 ans largement qu'on utilise les réseaux sociaux comme quoi les réseaux, des réseaux. Ouais, mais c'est un travail, le réseau. C'est un travail, un espace de médiation de la publication. Ce qui veut dire qu'il y a encore 20 ans, cette médiation de la publication, tu la confiais aux médias, aux radios, aux revues spécialisées, aux magazines et tout ça. Mais depuis Internet, non, eux, justement, ils y voient leur perte. Donc, ils vont pas soutenir tes petites bidouilles. Donc, est-ce que, et c'est ça aussi ce qu'on dit sans arrêt aux auteurs, est-ce que tu te salis les mains parce que tu prends en charge toi-même la propulsion de tes publications ? Vous voyez, là, on commence à être sur un bon terrain. Puis rajouter aussitôt une autre vague, par exemple, rajouter un autre niveau. Et ce niveau, on ne pourrait pas l'obtenir si on n'était pas là, dans ces machines réseau. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être le propulseur de soi-même ? Tu peux dire à chaque fois, en dessous de tes vidéos, un truc « Ouais, j'ai fait ce livre, achetez-le, les gars ! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube !» Non, si c'est toi qui parles, c'est naze. La médiation ne vaut que si elle est énoncée par un tiers. C'était le rôle, autrefois, des médias considérés comme ces tiers institutionnels. Les radios, publiques ou commerciales, les magazines spécialisés, les suppléments littéraires. Et vroom, c'est tout ça qui est volatilisé. Alors j'en viens à cette histoire GAFAM. Je suis GAFAmisé. Si je suis avec Marcello, je le vois qui se bagarre avec son gros ordi moche. Excuse.
Des fois, ils sont beaux, tes ordi. De toute façon, quand on est sur le bureau, maintenant, franchement, quand tu es sur un Sony ou un IBM, et puis que de l'autre côté, là, tu es sur un Mac, en gros, ça marche pareil. Tu arrives même à passer de l'un à l'autre. Moi, pas trop. Mais Mac, pour moi, d'abord, j'ai eu un Atari. C'était 1988. En 1993, je passe sur Mac. C'est-à-dire que mes réflexes, est-ce qu'il y a eu des moments où j'aurais plaqué Mac? Ouais, en 2004. Parce qu'en 2004, justement, IBM, Sony et les autres, donc le monde GAFAM, Microsoft, avaient installé l'écran avec plusieurs fenêtres simultanées, tandis que Mac continuait d'être sur le mono-fenêtre, comme on est toujours sur l'iPad ou l'iPhone. Et là, franchement, Mac, on se disait, oula, tu commençais à bigler, tu voyais les migrations qui se faisaient. Bon, du coup, en 2004, Mac installe le multifenêtrage, et là, on se retrouve sur d'autres questions. C'est-à-dire, quand tu écris, est-ce que tu gardes une petite fenêtre avec les notifications Twitter? Bon, évidemment, maintenant, ça, on sait le gérer. Moi, j'aime bien une fois par heure. Bon, de toute façon, il faut que je boive un coup, il faut que je me fasse une tasse de café. Je peux travailler 2 heures, 3 heures sans aller regarder ça. Mais bon, tu quittes ta session, tu dis, tiens, il y a quoi sur Facebook? Et paradoxalement, l'autre jour, je m'en expliquais à propos des sauvegardes. Je pense que quelque chose a basculé aussi dans ces années-là, vers 2004-2006, quand la DSL est arrivée en 2002. Pour nous, ici dans notre province, la fibre, là, maintenant, ça fait bien 4 ans largement. Mais en tout cas, l'impression que l'idée de connexion, y compris là où on archive, là où on dépose ses sauvegardes, là où... l'idée de connexion a remplacé l'idée de hardware. C'est-à-dire, là, il y a eu des publicités pendant un temps. Je crois que c'est IBM qui faisait ces publicités. On n'est pas dans les GAFAM, mais ces ordi-là, je pense que la pub, c'était... Tu voyais le truc qui passait sous un camion, le camion qui écrasait le machin. Oui, mais les Mac, maintenant, pour moi, c'est un petit peu ce côté juste fonctionnel. C'est-à-dire, tu décides d'en changer, dire, bon, qu'est-ce que tu vas faire là, de celui-là, comment tu peux... Bon, tu fais un petit upgrade, tu revends, enfin, tout ça, et puis là, j'ai besoin, je vais passer à un petit ordi studio, parce que je bouffe un temps énorme, là, dans ces upload, export, là, de vidéos, mais à la limite, peu importe qu'on soit Mac ou PC, c'est juste une petite interface là, toute mince, il est fermé en plus, et les fonctions de connexion ou les outils extérieurs, comme là, mon petit magnéto, les 2 caméras là, là où je suis en train de parler, donc des outils de production de publication. Comment je produis la publication compte beaucoup mieux que le Mac lui-même. Est-ce que ça me dispense de réflexion critique? Mac est monopolistique avec ces trucs d'iPhone. Bon, c'est vrai que là, le problème, c'est que... Problème pour moi, et Marcello là, attaquerait à l'aise là-dessus, l'ordi entraîne une notion d'écosystème. Bon, je me sers plus de l'iPad, bizarrement. Je m'en sers seulement quand je fais des lectures en scène avec Pifarelli. Mais même là, maintenant, avec l'iPhone comme ça, je peux m'en servir en lecture sur scène. Mais sinon, ce truc-là est un outil permanent pour les doubles authentifications, pour les machins comme ça, mais pour la gestion de plein de trucs, même le téléphone, c'est lui-même rendu autonome de l'ordi. Vous savez, autrefois, il fallait toujours le brancher sur iTunes, faire synchroniser les musiques et tous ces trucs-là. Ben, globalement, non, mais je reste à l'écosystème. Est-ce que dans cet écosystème, est-ce que j'ai une Apple Watch et tout ça? Non, mais c'est-à-dire que ces zones de profit gigantesques de Apple, je continue de contribuer à ces profits gigantesques, même si c'est avec ces appareils-là, qui eux ne sont pas la seule trouille qu'on ait justement, c'est que Apple cesse de considérer ces genres de MacBook comme c'est pas assez rentable pour eux, autant faire que des téléphones et des Apple Watch ou les petits machins qu'on se met dans les oreilles. Vous avez vu ça, tous ces gens là, qui ont ces espèces de trucs dans les oreilles, hop là. Alors voilà, moi non, ça je supporterais pas. Mais ouais, tiens, il faudra y revenir à ces questions de musique là, très vite. Alors, est-ce que la dépendance à du hardware, c'est-à-dire que je travaille sur un Mac,
je suis dans le système Mac. Le système Mac, je dis maintenant, tu passes sur un Windows et tout ça. Globalement, tu as les mêmes icônes. Alors, est-ce que c'est les autres qui ont piqué à Apple? Bah ouais, mais Apple aussi, par exemple, ça, la souris. La petite souris et le petit truc, ils avaient piqué ça, souvenez-vous, à Hewlett-Packard. Un jour, en visitant les ateliers Hewlett-Packard, il voit un gars qui était en train d'essayer la souris. Mais il ne savait pas quoi en faire. Et là, oh! Et puis Apple s'est inventé à partir de ça. C'est ça la grande question que Marcello et tous ceux qui tiennent des communs nous réenseignent. Et ils ont ce devoir d'alerte. Et c'est bien, alors tant pis s'ils en bavent avec leur Linux et tout ça, mais ils sont là pourquoi? Parce qu'ils nous réalertent en permanence sur la notion de commun et d'universel. C'est ce qui devrait être dans la beauté de la révolution Internet. Tim Berners-Lee, le respect immense. Et puis, pareil, sur ces machines, indépendamment du réseau, c'est l'humanité, sauf que ça... Est-ce qu'elle progresse, l'humanité? C'est une autre question, abordons pas. Mais on est forcé de passer par des hégémonies privées pour accéder à ce qui est tout simplement la base élémentaire de notre possibilité. Quoi? Ben, écrire. Est-ce que t'écris à la main, ça suffit? Oui, mais bon, il se trouve que non, ça aussi, c'est derrière. Alors, est-ce qu'inféodé au système Mac, je m'inféode aussi aux outils qu'ils proposent pour les utiliser? Par exemple, c'était 93, moi c'était l'accès à Word. Oh là là, c'était génial d'avoir ce truc de traitement de texte. Vers 2009, Apple propose un logiciel qui faisait traitement de texte. Vers 2009, Apple propose un traitement de texte, Pages, qui était en même temps un outil d'éditorialisation graphique formidable. C'est-à-dire tu éditorialises graphiquement, tu passes à faire des magazines, des lettres d'infos, tu fabriques des livres. Tu fabriques des projections. Et Pages, là, associé à leur dispositif, là, je ne me rappelle même plus le nom, vous voyez. Là, tout d'un coup, tu rentres dans un écosystème, tu le découvres, et puis finalement, tu t'aperçois que... ensuite, ça a été vers 2016, ouais, où là, Apple a cessé de développer Pages, toujours avec cet axiome, je fais 80% de ce dont ont besoin 80% des gens. Ben oui, mais moi, il se trouve que sur ce truc très tout petit, là, de l'interface, passer du traitement de texte à la publication, bien, tout d'un coup, je pouvais plus rentrer, par exemple, un insécable via la fonction rechercher remplacer dans le Pages ou d'autres, je ne vais pas donner trop d'exemples, mais ce n'était plus un outil professionnel. Eh ben, à ce moment-là, sur quoi tu reviens? Alors, il y a des tas d'étudiants, c'est une époque après où j'enseignais en école d'art, je disais, mais allez, essayez Scrivener. Et Scrivener, c'est un outil formidable pour gérer des projets. C'est venu du cinéma, mais ça vaut aussi pour le livre, où tu gardes les espaces de brouillon, tu gardes les espaces de version, tu gardes les espaces de documentation, et tu gardes aussi sur ta table ce qui est l'image du livre que tu es en train de faire. Scrivener, grand respect. Je m'en suis servi un petit peu, je suis revenu à Word. Bon, tout simplement, est-ce que c'est par paresse? Toujours s'intéresser sur sa propre paresse. Mais ça, ils en ont du courage, nos amis non gafamisés, de travailler avec ces outils aussi hostiles et ingrats. Est-ce que c'est paresse de revenir à Word? Oui, parce que tu vois toujours comment l'univers uniquement de, j'allais dire la bureaucratie, mais non, l'univers de la production de documents administratifs ou documents utilitaires, disons plutôt qu'administratifs, installe une espèce de norme dans Word, mais simplement, moi, le mien, non seulement je l'ai éduqué, formaté, préparé autrement, mais j'ai des vidéos sur mon Patreon sur comment on règle son traitement de texte. Comment un traitement de texte, tu te l'appropries. Et ça vaut pas que pour Word, ça vaut aussi, alors Scrivener le propose, comme écosystème favorable à la gestion de projets. Simplement, bon, moi, il se trouve que
Je suis pas artiste là, dans le truc, c'est-à-dire que dans ma production Word, oui, bah, j'ai mes trucs de logiciel, mais tu fais une traduction, il y a la table à écrire, c'est-à-dire la fenêtre d'écriture, elle est là, mais il y a la fenêtre des dictionnaires, il y a la fenêtre, il y a plusieurs dictionnaires. Il y a les fenêtres aussi de ce que tu vas rechercher en permanence sur tel détail, tel lieu, Google Street View et tous ces trucs-là. Donc tout est, là encore, le geste d'écriture, même pour la traduction. Est-ce qu'il était plus simple autrefois? Non, parce que tu étais à ta table, tu avais aussi les dictionnaires, tu avais aussi l'atlas, tu avais aussi tous ces trucs-là. Bon, il se trouve que l'ordinateur avale la globalité, et simplement c'est dans cette même fenêtre. Mais j'ai aussi de la compta, j'ai aussi des dossiers, là je vais en mettre un pour le CNC. Bah, finalement, la polyvalence d'un logiciel de bureautique, et non pas de bureaucratique, c'est là où j'ai buté tout de suite, j'ai besoin d'un outil bureautique, et finalement, j'adapte une petite partie de mon outil bureautique pour qu'il devienne un outil de création littéraire. Mais là encore, je reçois des textes très élaborés via Pages, par contre, qui n'a toujours pas ces fonctions dites professionnelles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que ces outils, à l'intérieur de mon hardware Mac, par exemple, dans les GAFA, alors il y a 2 A, alors mettez les A que vous voulez. Peut-être, Marcello, il faudrait que tu dises GAFA-misé, parce qu'il y a Adobe. C'est quoi Adobe? Bah, Photoshop, je pourrais pas faire une couve de livre sans Photoshop, ni une miniature pour mes vidéos. Et par contre, pour mes photos et publier mes photos sur mon blog, est-ce que c'est sans intermédiaire? Tu prends ton petit truc là, ouais, il y en a, ils croient qu'on fait des photos avec le téléphone. D'accord, mais non, moi c'est un logiciel qui s'appelle Lightroom, Adobe. Adobe, autrefois, j'avais un logiciel qui me servait énormément sur travailler les PDF comme tu corriges, tu multiplies, tu combines. Bon, ça je l'ai plus, finalement ça ne me manque pas. Mais il y avait le logiciel de gestion de site, c'est ça la suite Adobe, Dreamweaver, je m'en suis servi plusieurs années. Puis finalement, là aussi, je l'ai écarté, mais je suis quand même tributaire d'un abonnement mensuel Adobe, au moins pour Lightroom et Photoshop. Même si, par exemple, tout ça, par exemple, Mac, si vous passez le montage vidéo, sur tous les Mac, il y a une petite fonction de montage vidéo, tu les vois, tu rigoles quand tu les vois sur PC. C'est quoi le meilleur petit logiciel gratuit Ouais, mon gars, mais sur Mac, tu as iMovie, tu as GarageBand et tout ça, donc tu as des outils de création d'univers non bureautique qui sont toujours fournis. Vous en voulez pas, c'est pas la peine. Moi, autrefois, j'ai payé pour un Final Cut. Si c'était chez Adobe, j'aurais payé pour Premiere. Et puis d'un autre côté, bien, là, par exemple, un logiciel de montage nouvelle génération, qui en font ça, les deux que j'ai cités, ça s'appelle DaVinci Resolve, c'est lié à une marque de caméra, Blackmagic. N'empêche que DaVinci Resolve, si tu travailles tout seul et pas en réseau, il est gratuit. Il est gratuit et le meilleur logiciel de montage pro vidéo aujourd'hui, il n'est pas dépendant de la marque de ton ordi. Pour le traitement de texte, je vais juste finir. Pareil, je me sers en permanence d'un outil qui s'appelle Ulysses. Donc c'est un logiciel où tu traites tout ce que tu notes, tout ce que tu prends, tout ce que tu brouillonnes et tout ça, et tu le gères comme une espèce de dossier, de base de données, de pile et tout ça. Plus il est toujours synchronisé avec le téléphone, donc tu peux prendre des notes et tout ça. Ensuite, oui, je peux le réimporter sur Word, mais enfin bon, c'est un outil qui m'est totalement essentiel dans ma propre chaîne de production. Ah ouais, t'es écrivain, tu utilises des termes comme ça, ben, ça t'oblige à les penser comme ça. Mais c'est pas pour autant que tu en es prisonnier. Oui, j'ai ce logiciel de prise de notes Ulysse, et à un moment donné, ce logiciel a dit, bon, nous on passe à un abonnement. Et là récemment d'ailleurs, ils ont fait un truc très... tu payais 45, et cette année ils l'ont baissé à 30. Et même pour nous qui sommes des anciens utilisateurs d'Ulysse, tu préférerais autre chose qu'un abonnement? Bon, mais peut-être, etc. Donc pour revenir, Marcello, à notre conversation, l'interface, qu'elle soit Apple ou quelque hardware qu'on considère, elle n'est pas
injonctive ou prescriptive pour les outils qu'on fait venir et qu'on utilise là. Alors le GAFA, la première lettre c'est G. G comme YouTube. Bah oui, puisque c'est 2006, Google a avalé YouTube et il y a d'autres solutions. Par exemple, dans le monde du cinéma, tu utilises le noble Vimeo. Alors évidemment, Vimeo, tu as moins de compression, mais essaye d'aller le regarder dans une gare ou un train, ou puis là, c'est lent. Alors évidemment, tu peux avoir de meilleurs résultat, par exemple, si on est en train de travailler collectivement, tu mets des Vimeo privés, tu regardes où ça en est, etc., etc. Donc c'est une fonction totalement pertinente. Par contre, il n'y a pas de réseau avec. C'est-à-dire, oui, tu peux t'abonner aux productions, etc., mais c'est comme si tu avais un petit croupion de fonction réseau social accroché à une plateforme vidéo de qualité, mais qui n'a pas ce principe totalement subreptif là, de YouTube, c'est-à-dire que la qualité de ta vidéo dépend du support sur laquelle tu la consultes et de la bande passante au moment où tu la consultes. Toi, tu regarderas toujours ta vidéo. Si le réseau s'arrête parce que tu es dans le métro, bah, tu as 10 secondes, mais il n'y a pas d'interruption et tous ces trucs-là. Ça, il n'y a pas sur Vimeo, et Vimeo fonctionne sur mode privé. Et tant mieux. Mais même si tu payes un truc, je crois que c'était 160 par an, le dernier abonnement que j'avais il y a quelques années sur Vimeo, mais c'est 5 Ga par semaine. Or, si c'est pas par mois, et moi, c'est la moindre vie de celle-ci, elle va faire 5 ou 6 gigas déjà, donc j'ai besoin... c'est ça aussi le truc bizarre, par exemple, par rapport à YouTube. YouTube perd de l'argent avec moi. C'est-à-dire que je mets mes vidéos... à partir du moment où j'ai eu plus de 1000 abonnés, je me suis mis en partenaire. Partenaire, tu as le droit d'être monétisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 8 minutes, YouTube, de toute façon, s'arroge le droit de mettre des publicités. Y compris pour ceux qui ont moins de 1000 abonnés. Et ça, c'est tout récent, il y a 4-5 mois. Oui, c'est des crabes! Tu te figures ça? On est dans un monde de crabes! Je comprends, Marcello. Ouais, je préfère manger des pâtes avec toi et puis qu'on s'engueule. Dans ce monde de crabes, YouTube dit « Quoi? Tous ces gens qui n'ont pas 1000 abonnés? Mais mettons de la pub dans leurs vidéos en plein milieu, c'est nous qui prenons l'argent. » Ouais, alors qu'est-ce que je fais moi? J'ai le droit de monétiser mes vidéos, mais manuellement, je les démonétise. C'est-à-dire, je dis à YouTube « Attention, moi, pas le droit de mettre pub dedans. » Inversement, il y a le Patreon à côté qui dit « Ah, vous trouvez un petit intérêt à mes vidéos, bah, soutenez-les. » Croyez que Marcello, il soutiendrait mon Patreon? Bah non, Patreon, c'est encore des amerlocs et tout. Bon, attention, là, c'était pas une protestation. C'est juste, ça fait partie de la question. Ma liberté et mon indépendance sont là, quels que soient les GAFAM, parce que au bout de plusieurs années, et j'incite tant et tant de mes potes à en faire autant, à quelque échelle qu'ils soient dans cette diffusion. Moi, qu'est-ce que j'aime m'abonner à un compte Patreon de copains pour dire « Ouais, mon gars, on est ensemble sur ce coup-là aussi. » C'est quoi? C'est dire on fabrique une micro-alternative économique pour être indépendant dans nos contenus. Et là, par exemple, vous regardez YouTube, maintenant, il y a une fonction qui s'appelle « Rejoindre ». Vous verrez ça dans plein de chaînes. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec Patreon? Je dis, là, j'installe des vidéos réservées, des choses plus personnelles, j'installe des choses qui sont sur des tutos, des questions comme ça, et c'est uniquement les abonnés à Patreon qui pourront les visionner. Et c'est ça qui me sauve, c'est ça qui me dit « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Eh ben, j'enregistre ma réponse à Marcello. Et c'est une autorisation intérieure aussi. C'est ça aussi qui compte énormément. Est-ce que nous qui nous gavons de Flaubert, de Proust, de Baudelaire et tout ça, ou de Lautréamont, la question économique n'a jamais traversé la vie et l'œuvre des auteurs? Ben non. Donc c'est pas une nouveauté non plus. C'est pas une frontière. Oui, un plafond de verre. On parle pas de ces choses-là. Simplement, aujourd'hui, tu as par exemple les questions d'URSSAF, tous ces trucs-là, les BNC, les machins de droit d'auteur.
Ça aussi, je suis sorti du système de droit d'auteur, ouf. Mais ces choses-là, on ne peut plus y échapper. Il y a 15 ans, on pouvait encore. Alors, tu as des configurations, par exemple, aux US, la plupart des auteurs, ils sont enseignants de creative writing, création littéraire, dans des facs, dans des établissements d'enseignement. Est-ce qu'en France, c'est la même chose? Non. Est-ce que toi, on n'entre pas dans ce truc-là. La lettre G. Donc, pourquoi YouTube? Est-ce que je m'inféode en mettant mes vidéos sur YouTube plutôt que sur Vimeo? Il y a aussi en France, on avait un truc qui s'appelait Dailymotion. Dailymotion, pendant un temps, a sauvé sa peau en travaillant dans l'univers du jeu. C'est pour être pub, c'est moche, c'est tout ça. Et maintenant, Dailymotion a trouvé une autre fonction, c'est-à-dire c'est les vidéos corporate, comme Binge avec Joël Ronez pour l'audio. Pur génie, se dire je produis les vidéos, ou pour Ronez les podcasts que vous trouvez dans les Inrocks, dans Le Monde, etc., parce qu'ils ne savent pas faire. Donc quand je dis je fais perdre de l'argent à YouTube, c'est que je publie énormément de durée de vidéos. Je ne demande pas à chacun de tout voir. Pour moi, c'est un côté vital parce que quasi testamentaire maintenant. Mais c'est aussi mon petit espace de création, je le revendique. Mais comme il n'y a pas de pub, eux, ils servent là, ils produisent toute l'infrastructure et non, tu n'as pas le droit de monnayer des pubs. Inversement, comme ces questions de pub, après, on arrive à Twitter et on finira là-dessus. Je paye à Google un abonnement de 15 balles par mois. Et donc, GAFAM, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu payes? Est-ce que je suis assigné à rançon par Google? Ou est-ce que c'est une transaction commerciale simple, comme je vais à la boulangerie, je paye 1,5 € ma petite baguette tradition du jour et je la ramène à la maison? C'est toujours un peu plus compliqué puisque, par exemple, quand je paye ma baguette, maintenant, je le fais avec le téléphone. Donc, c'est Apple qui intervient là quand j'achète ma baguette. Ça, encore, à la limite, c'est secondaire. Mais sous le fait, ma boulangère, elles sont plusieurs, attention, elles sont 3 filles. Et elle va pas me dire « Ah, tu me payes ta baguette avec ce que tu as gagné en traduisant tes Lovecraft aux éditions Point ». Donc là aussi, on n'est pas dans les GAFAM, mais dans un écosystème de l'auteur. Et comment tu payes ton toit? Ta voiture? Ouais. Ton pain? Ton paquet de spaghettis et ton truc de jambon blanc? Même si tu bouffes que ça? Pas toujours. Un écosystème plus vaste que la seule question des GAFAM, est-ce que vous voulez, derrière. Donc je paye 15,99 € par mois, un truc qui s'appelle YouTube Premium. YouTube Premium, c'est ce qui me permet, il y a des fonctions où tout devient plus confortable, mais surtout, je n'ai jamais de pub, quelles que soient les vidéos que je regarde. Or, je fais un travail aussi de veille, de regarder ce que font les copains, de regarder, comprendre même. Là, hier soir, c'est quoi les nouvelles fonctions de YouTube? Et quand je disais Patreon avec les vidéos réservées, YouTube, maintenant, ils ont ce système, donc rejoindre, je n'avais pas fini. Rejoindre, c'est-à-dire que un créateur de vidéos peut réserver une partie de ses vidéos aux gens qui ont mis ce petit micro-abonnement sur sa chaîne. C'est-à-dire qu'ils importent l'invention là, de Patreon et qu'ils installent. Mais simplement, Patreon, il a pris la place. Et pareil pour Instagram, là, qui court aussi derrière, avec les contenus réservés aux créateurs, etc. Donc, tout ça, vous voyez, comme je comprends, Marcello, que tu n'aies pas envie de mettre les mains là-dedans. Mais tes étudiants, ils n'y ont pas les mains dedans, eux. On y arrive à ce qui compte là, dans ce que j'avais à dire. Alors, par exemple, les 15 balles là, que je paye à YouTube Premium, avant, j'avais un abonnement Spotify. Spotify, boîte suédoise, on n'est pas dans les GAFAM. Ouais, simplement, c'est à San Francisco, là, dans les incubateurs, qu'ils ont créé leur premier bureau et qu'ils ont toujours leur grosse force de frappe. Est-ce que tu as les mains propres parce que tu es avec Spotify pour écouter de la musique plutôt que le iTunes d'Apple ou le Google Play ou tout ça? C'est pas si simple parce que des copains musiciens, j'en suis énormément. Et je vois bien combien il leur faudrait 5000 vues pour avoir 5 centimes. Retour à la baguette de pain.
J'imagine mes potes là, mes grands potes, mes meilleurs potes, mes plus chers potes musicaux, arriver à la boulangerie, demander la baguette, et puis payer. Regarde, je t'apporte. Attends, 5000 multiplié par 20, je t'apporte 11 000 vues de mon dernier morceau pour payer ma baguette de pain. Donc, on n'est pas, là encore, sorti de l'auberge avec ces trucs-là. Par contre, le milieu des musicaux US, là, pourquoi je le regarde aussi attentivement, c'est qu'il y a les Bandcamp. Mais en France, ah non, Internet, c'est gratuit. Hein. On va pas lui donner 3 balles pour télécharger son Bandcamp. Et ouais, mais il y a aussi les concerts en direct. Tiens, tu dis, oh, j'aimerais bien écouter Molly Tuttle ou Ballet Strings quand elle est là vendredi. Bah ouais, bah vas-y, c'est 3,99 € et tu auras le lien pour écouter en stream direct de bonne qualité. Bon, nous, on n'a pas encore entamé ça. Mais pareil, c'est ce qui commence à s'installer et se développer de micro-économies alternatives. Et ça, effectivement, dans le monde là des humanités numériques, c'est pas votre job. C'est pas grave. On s'en débrouille. Simplement pour nous, est-ce qu'on a la possibilité de faire autrement? Bah non. Donc on y va. Alors, dans mes 15,99 €, eh ben, j'ai résilié mon abonnement Spotify qui devait être à 9 balles ou quelque chose comme ça. Donc ça me fait déjà moins, mais sur YouTube Music, j'ai exactement les mêmes algos, j'ai exactement les mêmes bassins de musique accessibles. Et puis globalement, c'est de meilleure qualité puisque tu bénéficies de ces histoires de bande passante. J'écoute dans la voiture, etc., etc. Très secondaire, mais c'est toujours cette espèce de truc. La question, par exemple, c'est est-ce que je suis inféodé à Google parce que j'écoute la musique sur YouTube Music? Puis tu t'aperçois que eux, de leur côté, si leurs algos ne sont pas pertinents, c'est-à-dire de te ramener... Alors tu as toujours un truc d'accueil, mais c'est pareil sur YouTube, où tu vas avoir la grosse daube. C'est-à-dire il y a toujours une espèce de mouvement inertiel dans Internet qui va être mettre en avant l'hégémonie et la grosse daube. Et c'est pareil pour la littérature. Regarde les quelques titres phares de la rentrée littéraire. Donc ces phénomènes-là ne sont pas non plus inhérents à Internet, même si Internet les amplifie. Donc comment ça, justement, c'est là où je disais à la discussion avec Marcello, c'est-à-dire comment tu y vas au couteau. Comment tu lacères, comment tu fissures et comment tu installes, je ne sais pas ce que j'ai là sur ma table, mais que tu installes le livre qui compte. Le dernier Bayard, il est là. Et si les Beatles n'étaient pas nés? Je suis en train de le terminer, je sais que je vais en parler aussi en vidéo, je sais que je vais en lire, mais c'est là où on prend, nous, les internets, une fonction qui n'est pas de prescripteur, mais qui est de résistance. C'est pas la question de faire la pub, c'est la question de dire voilà ce qui nous rassemble, parce que pour nous, cela a valeur de mise en réflexion, etc. Là, je prends l'exemple de livres classiques, mais ça en fait intrinsèquement partie. Et alors, à ce moment-là, oui, je peux le faire dans un Discord, c'est-à-dire un outil forum interne aux abonnés de Tiers-Livre. Je peux le faire, là j'ai été voir ce qui se passe sur ces réseaux Mastodon. Alors c'est génial l'idée de Mastodon, c'est-à-dire tu prends le moteur, là genre Twitter à peu près, et ce moteur tu le disperses, c'est-à-dire que chacun peut se créer son petit Twitter personnel, mais ces centaines là, de Twitter avec social, livre, piaille, etc. Tu peux passer de l'un à l'autre si tu veux, tu peux dire tiens je préférerais aller voir ce qui se passe dans la communauté des techs plutôt que de rester dans la communauté des arts, etc. Et puis, donc on a quelque chose de totalement décentralisé. Simplement, tu es là, tu vois, mais il n'y a personne, quoi. Ou alors, il y a 4-5 personnes. Mais le bonheur des réseaux, pourquoi je fais du TikTok? Vous voyez que c'est marrant, TikTok. Quand tu vois la masse de merde que trimballe TikTok, oui, mais le problème, c'est que leurs algos sont tels et les systèmes d'abonnement qui font que si toi tu ouvres ta page, ils te reconnaissent toi comme utilisateur, eh bien le mur des vidéos qui vont s'afficher, ce ne sera pas la grosse daube,
Évidemment, il faut le régler un petit peu, il faut s'abonner, il faut savoir quel contenu tu cherches, mais c'est facile de passer aussi de l'un à l'autre, et puis tu découvres que finalement, TikTok devient aussi un écho. Tiens, Christophe Sanchez, à Montpellier, est un gars qui tous les jours lit un poème, il met son poème sur Facebook, il met sa lecture, c'est pas les siens qu'il lit, et il le met aussi sur TikTok, sur une lecture de 3 minutes. Quand j'ouvre mon TikTok, j'ai Christophe Sanchez. Donc j'ai des contenus hyper pointus, mais par contre, qu'est-ce qui m'intéresse moi? Est-ce que les étudiants, et combien j'en ai eu en école d'art, dans tous les workshops ici et là, l'école d'art de Genève, ou à Sciences Po, ou à Normal Sup, est-ce qu'ils sont sur Facebook? Non, générationnellement, ils ne sont pas sur Facebook. Je peux toujours alimenter mon Facebook, et je le fais. Mais je sais parfaitement à quelle communauté je m'adresse. Et c'est une communauté à laquelle je suis très très attaché. Parce qu'elle s'est construite sur les bases de qu'est-ce qu'on aime lire, qu'est-ce qu'on aime écrire, qu'est-ce qu'on défend dans la vie. Salut André Markovitch. Par contre, mes étudiants, est-ce qu'ils sont sur Instagram? Ouais, plein. Et plein de copains artistes qui n'ont pas forcément un temps de veille ou de présence réseau incluse dans leur travail, comme je peux le considérer, moi, comme une part de mon travail. Où est-ce qu'ils regardent mes petites vidéos Histoire de la littérature? Et j'y tiens, parce que c'est pas de la pédagogie que je fais, c'est pas... c'est pas parce qu'il y a Baudelaire au bac ou Rabelais ou Balzac au bac, non, c'est même si des fois je joue un petit peu avec ça. C'est dire pourquoi pour nous ça compte encore ces conneries-là viscéralement. Sur Instagram, il y a encore cet accès-là à cette génération avec qui j'ai énormément partagé, que je suis par les stories, même si moi je n'aimais pas émettre le verbe dans cette rubrique stories, mais ces petites vidéos, je sais que beaucoup de mes copains artistes, s'ils me suivent, c'est plutôt par Instagram que sur YouTube. C'est pas gagné ces questions-là. Et c'est pour ça le tout début que j'ai choisi. Si tu es propriétaire de tes données, dépassionné, cette question des GAFAM, c'est dire, moi je reste là, je suis dans mon bureau et mes contenus ils sont là. Simplement après, vous regardez, vous vous informez via Facebook, vous partagez via Instagram, vous partagez via Twitter. Oh je vais pas tout mettre partout, il y a aussi LinkedIn. C'est marrant LinkedIn, c'est un réseau pro. Bah ouais, mais les informations qui sont sur ces réseaux pro, ou les personnes qui s'expriment via LinkedIn, c'est aussi une parcelle de ce que moi je travaille, défends, propulse. Donc je suis aussi sur LinkedIn. Est-ce que je mets... Alors par exemple, il y a des copains qui mettent tout leur contenu partout. C'est-à-dire, il y a des petites applications, des petits scripts, et tu vois leurs trucs où ils les mettent en premier, mais simplement, leur petit script va le refaire, tu vas retrouver le même contenu sur Mastodon, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Bon, moi, c'est pas ça que j'essaye de faire. Je considère que si j'éditorialise ce que je propulse, eh bien, c'est évidemment fonction du lieu sur lequel je propulse. Est-ce que je vais mettre tous mes œufs dans le même panier? Et c'est là où on va terminer. C'est quoi le coup dur? Le coup dur, c'est que Twitter, on pouvait imaginer que c'était une sorte d'indépendance. C'est-à-dire que l'ambivalence de Twitter, c'est que c'était à la fois un relais d'information, mais un relais d'information qui, depuis 3-4 ans, n'était plus du tout neutre. C'est-à-dire si, par exemple, sur Twitter, je mets juste un truc, et puis le lien, c'est-à-dire histoire de la littérature, une histoire entre Baudelaire et Balzac, imaginée, fictive, et si je charge la vidéo sur Twitter, bonjour l'écologie, à ce moment-là, plof, 240 vues. Si je mets juste le lien vers YouTube, Twitter ne le repropulse pas. Et je vais avoir sur les juste peut-être une dizaine sur ma vidéo de personnes qui viendront de Twitter. Donc évidemment, toutes ces quand je disais monde de crabe, on se bat en permanence sur leur hégémonie. Moi, je choisis quand même de dire ok, vous voulez voir mes trucs, eh ben faites-vous
le petit bout de chemin que vous avez à faire, et je ne mets pas ma vidéo sur Twitter, et heureusement que je ne l'ai pas fait vu ce qui se passe en ce moment, mais elle est quand même sur YouTube, et sur YouTube, il suffit que vous vous abonniez, et vous serez prévenu, etc. etc. Là, c'est ma sauce. C'est-à-dire que Twitter n'était plus l'outil que ça a été longtemps, c'est-à-dire d'un mur totalement synchrone, ce qui est toujours le cas par exemple sur Mastodon, mais un mur algorithmique où Twitter choisit. Et pareil que Facebook, c'est en fonction de ce que vous produisez comme interaction que se fabrique depuis l'algo ce qui vous est présenté de façon visible, indépendamment du moteur de recherche par lequel vous allez retrouver, et vous le retrouverez, tel contenu beaucoup plus pointu de telle personne. Et l'ambivalence, c'est que c'était aussi un outil de micro-blogging, c'est-à-dire que ce soit en 240 caractères ou en 480 caractères comme maintenant, on peut fabriquer des contenus éditorialisés, des séries, des histoires, des fictions, évidemment aussi des images fixes ou vidéos. Et ce contenu de micro-blogging, par contre, les contenus que vous produisez, les contenus narratifs, ils sont à disposition, remis à la plateforme. Alors, bien que Twitter, on le sentait venir, depuis 3-4 ans, on sentait que ça se tasse, ça nous intéresse moins, puis quand même, en même temps, c'est quelque chose qui fait partie de ta vie. Pourquoi ? Parce que c'est la peau du monde. C'est beaucoup plus réactif que les grands médias institutionnels. C'est aussi ce que tu choisis de suivre. Tu choisis des personnes, des artistes, des intellectuels, et tu te fabriques ce qui pour toi résonne dans l'interprétation du monde. Et en plus, c'est immédiat. C'est-à-dire c'est à la seconde près où il les publie. Il n'y a pas le temps de publication des médias traditionnels. En ce sens-là, est-ce que Twitter est un bien commun ? Ça aurait pu l'être ou le devenir. Par exemple, il y a 3-4 ans, moi je disais, mais enfin, Twitter arrête la publicité. Et nous, qui sommes producteurs de contenu, moi j'étais prêt à payer. C'est pour moi un Twitter payant, comme mon YouTube Premium. Comme en partie Facebook maintenant est en train de le devenir avec sa suite Meta Buzziness. Et ils ont bien compris que le marché de la pub étant saturé, il ne peut que baisser. On a tous appris à s'isoler de la pub, à se rendre ça plus ou moins invisible. Alors évidemment, les modes de publication, Facebook qui est maintenant dans une instance de tassement. Pourquoi ils vont aller faire tous ces trucs là dans le virtuel bon, je me disperse pas. Mais là où la manne financière a touché sa crête et tend à retrouver une position d'équilibre, est-ce qu'elle l'aura ? Je l'espère. Parce que c'est vivant et parce que nous, on s'en sert, y compris dans les usages privés, dans les usages familiaux, de Messenger, etc. Est-ce que Messenger, c'est un outil lié à Facebook ou un outil professionnel ? Bien, dans mon Messenger, pourquoi je me sers de Outlook ? Donc là encore, Microsoft dans GAFAM pour gérer les mails. Parce que les mails, depuis 25 ans, c'est énorme et que j'ai besoin d'archives, j'ai besoin de trucs et j'ai besoin de retrouver qu'est-ce qui s'était passé dans tel atelier, qu'est-ce qui s'était passé. Je ne m'en sers pas tous les jours des archives. Mais c'est extrêmement important pour moi que ces archives dans le mail soient présentes et de pouvoir classifier parce que tu as des trucs avec pointe, des trucs sur tel workshop que tu prépares, tu as des trucs qui concernent tes ateliers, ton site, etc. Donc j'ai besoin d'un outil extrêmement puissant de classement des emails. Qu'est-ce qui se passe dans les institutions comme Marcello les défend ? Tu regardes Sciences Po, ou tu regardes l'école d'art de Cergy, ou tu regardes, je suis sûr que la liste immédiatement se déploierait de façon... Eh bien, c'est Google qui leur rend ces services informatiques. C'est-à-dire qu'eux-mêmes qui disent « Ah, GAFAM, GAFAM, GAFAM !» Eh bien, t'es à Sciences Po, eh bien, ton adresse et ton mail et tout ça, c'est géré par Google à l'arrière. Et la question des serveurs, c'est pareil, j'en parle pas, j'ai même pas ouvert le dossier Amazon. Oh là là, on prononce pas des mots comme ça. Entre nous, hein, Marcello ? Ben ouais, mais qu'est-ce que ça change ?
C'est-à-dire les imprimeries print on demand, t'en as chez Hachette, t'en as chez Editis, et Amazon, ils ont racheté un truc qui s'appelle CreateSpace, qui était un des premiers là, innovateurs dans cette question-là. Et maintenant, tu peux faire imprimer ton livre chez Lulu, chez BOD en Allemagne, ça fait rien, ce sera la même chose. Il pourra être en vente immédiatement aussi chez Amazon, etc. Simplement, il se trouve que les critères de fabrication technique, les critères de délai, et puis aussi les questions de port. C'est-à-dire, si je refuse Amazon, ça veut dire que les questions de port immédiatement vont exploser. C'est un problème, oui, mais il me dépasse, tu vois. Par contre, est-ce que je m'inféode à Amazon parce que je me dis, ça a commencé par quoi, ça? C'est se dire, qui veut aujourd'hui de textes d'expérimentation d'un type qui publie depuis 40 ans? Ben ouais, mais ta survie, elle est où à toi? Si ta survie, elle est dans ces textes, ben à un moment donné, tu dis, mon laboratoire de livres, l'instance imprimée de ce que tu peux travailler justement sur cette publication web, comment tu la rends indépendante? Est-ce que ça va être toujours aller à un moment donné, c'était même souffrir, c'est-à-dire enfin, y a ce texte-là, et t'es rejeté. Et c'est pas négatif après, c'est-à-dire tout d'un coup tu bascules dans autre chose et tu te dis bah ouais, cette instance de médiation qui était l'éditeur, elle est, oui, au niveau de la propulsion. C'est-à-dire, si moi je défends les livres de tiers-livre, bah, c'est logique, mais donc tu ne vas pas acheter un livre de tiers-livre sous prétexte que, etc. Il faudrait que la prescription vienne de l'extérieur, ce qui ne se fait pas. Et c'est normal, on est dans des instances de combat. Et puis là, les potes des universités, vous ne nous avez pas beaucoup aidés sur ces questions-là. Jamais vu en 5 ans que sur mes livres tiers-livre éditeurs, donc une partie vitale de mon travail, j'ai jamais eu un seul achat de bibliothèque. Pas grave, mais égal. De toute façon, il y a le site. Lui, par contre, youpla, ça se glisse partout. Alors, est-ce qu'Amazon est présent dans... Bah oui, de toute façon, tous les livres que j'ai publiés chez Minuit, chez Fayard, chez Verdier, chez Albin Michel et d'autres, eh ben, tout cela, ils vendent aussi via Amazon, via Fnac, via tous ces trucs-là, ce qui fait que moi, j'installe mes propres livres aussi avec le lien pour que vous puissiez l'acheter indépendamment de mon site. Par contre, si vous voulez l'acheter sur mon site, bah, c'est bien volontiers. Ah ouais, mais on vous dit « Oh, crime! Gafamisation !» Après, tu te dis ouais, finalement, je fais du meilleur boulot graphique et de propulsion et de vente que pas mal de copains qui restent éditeurs traditionnels, voire les presses de l'Université de Montréal. Et donc, finalement, tout ça... Donc là aussi, pacifié. Alors, fin sur Twitter. On était bien dans Twitter, c'était calme. C'est-à-dire, tu fais ton boulot sur Facebook, sur Instagram, etc. Sur Twitter, tu sais que de toute façon, c'était plutôt pour retrouver les copains qui étaient là déjà il y a 10 ans. Tiens. Ces noyaux, par exemple, moi je suis monté sur Twitter à 15 000 abonnés en quelques années, puis globalement, disons depuis 5 ou 6 ans, c'est toujours resté en plateau. Alors ça doit se renouveler de l'intérieur, c'est-à-dire des gens qui viennent pour ce que je fais maintenant, tandis que, par exemple, pas mal avec qui on discutait autrefois numérique et tout ça, eux, bon, ils ont bien dû... partir parce que ce que je fais ne les concernait pas au premier chef. Et c'est logique, cette question de micro-communauté éclatée qu'on a pour chacun d'entre nous, alors c'est plus compliqué parce que par exemple sur Twitter, tu as aussi une communauté Lovecraft très active. Mais par contre, un certain nombre de blogs, par exemple concernant le numérique, mais aussi concernant la langue, concernant les principes même d'oreille tendue à la langue. Ben, c'était Twitter, notre famille. Arrive cette espèce de monstre. Est-ce qu'il est respectable? Ah ouais, on savait qu'il était d'ultra-droite, c'est sûr. Mais on savait que chez Tesla, c'est pas
super de travailler là, n'empêche que les produits fabriqués, ça marche. N'empêche que pour aller sur la navette spatiale, eh ben, c'est maintenant, moi j'étais il y a 2 mois à Cap Canaveral, c'est dans ce... Il y a Blue Origin, il y a SpaceX, et puis tu vois ça, tu as les yeux comme ça. Mais tu as des Tesla pour aller s'en aller dans l'espace et revenir. Après, tu vois les utilisations qu'ils en font pour du tourisme, c'est-à-dire cette loi des millionnaires. Est-ce que les millionnaires ont le droit de commander le monde? Et puis tout d'un coup, c'est là où tout d'un coup on est déboussolé. On a donné un pouvoir géant à ces gens-là, et ce pouvoir, à ce moment-là, a la liberté d'annuler lui-même ses frontières. Certainement grand respect pour Bill Gates, mais comment Bill Gates s'est approprié les archives photographiques du monde, comment Bill Gates s'approprie les questions de santé liées à l'Afrique, est-ce que c'était son rôle? Après tout, toutes ces religions, les catholiques c'est le pape, etc. Bon, il y a toujours cette personnalisation et tout ça, mais là tout d'un coup, cette personnalisation devient politique. Bill Gates, il y a une éthique. Après, je m'occupe pas de ça. Mais tout d'un coup, tu t'aperçois que Twitter, que tu utilises pour cette question de bien commun, eh bien, ça est approprié par un goujat, un sagouin. C'est-à-dire que tu le vois, il a publié 25 tweets par jour, il s'intitule Chef Tweet avec tout W-I-T, il s'approprie, il achète 44 milliards ce truc-là. Est-ce qu'on a été capable de l'empêcher? Non. Et maintenant qu'il se l'approprie, il veut la tripoter lui-même. Et puis là, du coup, ça va pas. C'est-à-dire qu'à la limite, à qui appartient Twitter? Moi, c'est comme à qui appartient Hachette, à qui appartient... Ça m'empêche pas de défendre mon bouquin. Ah ouais, mais là, tout d'un coup, la frontière te revient en pleine face. Alors, est-ce qu'on migre? Est-ce qu'on quitte Twitter? Est-ce qu'on coupe nos comptes? Bah, justement, tu peux te dire aussi profil doux, c'est-à-dire à quel moment... Alors, est-ce que Marcello, dans Gafamisation, tu mets 2 M parce qu'il y a musc au milieu et qu'il faut... Est-ce qu'on est musqué? Est-ce qu'on est emmusqué? Ben, on est sérieusement emmusqué, ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on continue sur Twitter? Quel rapport il peut y avoir entre la finesse du petit micro-blogging de Marcello chaque jour sur une interprétation d'un tout petit détail de Platon, puis tu t'aperçois de comment ça peut te changer, là, ton rapport, là, immédiat à la vie quotidienne, mais pour aller où? Alors est-ce que simplement on se retire, on met la pédale douce? Bah ouais, moi je continue sur TikTok, je continue sur Facebook, ça m'intéresse ce qui se passe là, dans les blogs là, de YouTube Creators, les mecs qu'on les commande, et puis on arrive à discuter avec eux. Là il y a une histoire lamentable chez Facebook, un type qui avait fait un site, une chaîne consacrée aux questions d'énergie renouvelable, et puis une boîte prend le titre de sa chaîne, volontairement ou pas, j'en sais rien, c'était pas la question, mais découvrant surtout qu'il y a une chaîne qui porte déjà ce nom, eux ils ont déposé leur truc à l'INPI, et donc ils disent à Facebook, attention, ça c'est une contrefaçon, même si lui ça fait 5 ans, non, 2013, même si lui ça faisait 10 ans qu'il le faisait. Et YouTube, là, menace de procès, oh là là, on efface la chaîne. Donc tous ces trucs-là, ça peut nous revenir dans la gueule, là, immédiatement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, Mastodon, bon, je regarde tous les jours, je joue le petit truc qui s'appelle Mastoot, là, puis je regarde les gens qu'on repropulsé les gens que je connais. Donc finalement, là, il y a 30, 40 personnes, et finalement, ça devient un mur intéressant. Mais est-ce que c'est le mur dont j'ai besoin? Non. Alors qu'Instagram, j'ai une autre réactivité. Est-ce que c'est une réactivité qui me revient comme ça? C'est-à-dire quelle rétroaction? Est-ce que ça me crée, par exemple, des abonnements Patreon? C'est-à-dire, c'est pas grand-chose. Je fais pas des appels au peuple, mais c'est-à-dire, là, moi, tous les matins, que je prenne ce temps de propulsion et puis se dire, je suis content que vous me regardiez sur Instagram, mais est-ce que pour autant, vous allez dire, tiens, je vais participer à son petit matos, parce que c'est bien qu'il ait acheté son petit Zoom F6, c'est meilleur le son. C'est bien qu'il ait acheté à côté de son GH5S, qu'il ait acheté un S5 et puis qu'il joue ses vidéos avec 2 angles de vue. Bon,
finalement, tous ces trucs-là, tu vois, c'est pas grave. Mais justement, parce que c'est pas grave, cette espèce d'injonction ou de... Ouais, t'as choisi le camp, quoi. C'est-à-dire, on nous a mis dehors de toutes ces instances qui, pour le meilleur, se battaient pour le libre. Ouais, effectivement, moi, Linux, tu vois... ouais, bon, j'ai mon Mac, puis c'est tout. Et puis quand je changerai, ce sera encore pour un Mac, puis c'est tout. Mais je sais que c'est solide, je sais que ça marche bien. Et je sais aussi que je l'ai dans les doigts. Je sais aussi que j'ai là tous mes petits outils. Je suis pas astreint à quelque chose. Avant, j'avais des Canon, maintenant j'ai des Lumix. Mais par exemple, est-ce que pour l'indépendance de mon petit label d'édition, je pourrais travailler avec Hachette comme je faisais du temps de Publi.net? Ben non. Est-ce que j'ai envie de me compliquer la vie avec des gros colis qui me coûtent très cher parce que je vais travailler avec Lulu par rapport à... Ben non. Est-ce que je suis paresseux pour autant? Ben c'est pas sûr. Parce que c'est là la métaphore. C'est-à-dire dans ce monde-là, est-ce qu'on a un couteau pour se défendre? Est-ce que la violence qu'on exerce sur nous, si on l'intériorise nous comme violence, c'est-à-dire je suis sur Google parce que ça m'intéresse que YouTube soit à la fois un dépôt d'archives et un réseau social et que les questions algorithmiques, je combatte là pour que ces contenus littérature puissent malgré tout s'exercer, interagir et me assurer ma dignité dans le temps présent. Dans un temps qui est sauvage et où c'est si facile de se taire et de rester à l'écart. La question est totalement ouverte. Alors juste là, le petit fait nouveau, c'est que Twitter n'est plus une instance neutre. Elle n'est pas non plus une instance comme Facebook ou Google, même Amazon, où il y a toujours possibilité de contre-pouvoir. Tout d'un coup, un goujat arrive et nous prend Twitter. Bah, finalement, Marcello, tu vois, ce serait peut-être ça la conclusion. Peut-être que ça va contribuer à nous rapprocher dans une autre sphère d'échange. En tout cas, il y a une expression maintenant, c'est tellement rebattu. On lâche rien. Bah non. Mais je suis content d'avoir encore un petit peu les moyens de mon indépendance. Est-ce que tu les demandes à une institution, bibliothèque, université, tout ça, centre de recherche et tout ça? Non, mais de toute façon, on n'a pas eu le choix. Hop là, t'es saltimbanque. Fais-le ton job de saltimbanque. Paradoxalement, c'est ça qui nous a donné notre indépendance. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que GAFAM ou pas GAFAM. Allez, on continue la discussion en tout cas. Ciao.